Est-ce que vous m'entendez? Tout va bien? Très bien. Eh bien, c'est super. La première chose à faire, la plus simple sans doute, c'est d'être, oui c'est vrai, sur les médias sociaux, sur les différentes formes de d'écriture numérique de l'histoire. Moi, j'enseigne au Collège de France, et au Collège de France, le premier truc que j'ai fait dans les années 2016-2017, c'est faire une revue numérique qui s'appelle Entre-temps, qui explore les différentes écritures numériques de l'histoire. Donc, je continue à croire que c'est ça qu'il faut faire. Mais en même temps, au bout de quelques années, on avait enfin on a toujours cette revue, et on s'est dit c'est très bien, mais c'est pas assez. Et on a commencé à se dire qu'est-ce qu'on peut faire comme performance théâtrale, qu'est-ce qu'on peut faire comme table ronde, qu'est-ce qu'on peut faire comme expérience, qu'est-ce qu'on peut faire comme participation dans les festivals, et on a multiplié les formats. Donc je pense que c'est un bon début, que l'espace numérique, c'est peut-être l'endroit aussi où les enjeux sont les plus saillants. C'est peut-être là où il faut mener un certain nombre de combats pour la diversité, pour la vérité, mais qu'à un moment donné, on ne peut pas s'en contenter. Moi, vous savez, avant, j'étais étudiant, j'étais enseignant, et j'ai commencé à comprendre avant l'histoire publique, dans des enseignements qui étaient des enseignements généraux, j'enseignais à l'université de Paris 1, que des fois nos modes d'évaluation, en master par exemple, ils étaient inutilement aplatissants. C'est-à-dire qu'on demandait toujours la même chose à tout le monde. Et certains pouvaient être plus à l'aise, en fait, sous d'autres formes. Et on a commencé, dès la L3, à dire, si ce qu'on fait là sur l'histoire de l'Europe au XVe siècle, c'était ça que j'enseignais, si vous voulez le restituer en podcast, ou en théâtre, ou en ce que vous voulez, vous pouvez le faire. Mais une chose est certaine, c'est que vous n'allez pas compenser par l'originalité du format la faiblesse du contenu. C'est-à-dire qu'on aura exactement les mêmes exigences. Voilà ce que je voudrais dire sur l'histoire publique. C'est qu'elle n'est publique que si elle est pleinement de l'histoire. C'est-à-dire que si elle ne déroge à rien de ces règles de la méthode, en fait. Alors, sortir de l'académisme, pourquoi pas, si par académisme vous entendez une forme, je dirais une langue morte, voilà, c'est-à-dire un entre-soi qui, d'une certaine manière, ne s'adresserait qu'à un lectorat professionnel. De toute façon, une chose est certaine, c'est que la période que vous vivez, elle est plus complexe, elle est plus angoissante, mais elle est certainement aussi plus intéressante que celle que j'ai vécue où la voie a été tracée, où on ne se posait pas de questions, où il y avait de toute façon, tout le monde avait, alors évidemment, je ne vais pas m'en plaindre, parce que j'en ai profité, mais il y avait, de l'emploi, dans l'université. On pouvait être sans trop de difficultés recruté dans l'enseignement supérieur, par exemple, ce qui est vraiment plus le cas aujourd'hui. Donc il faut inventer des issues. Voilà, et c'est à vous de les inventer. Et c'est une invention qui est politique, c'est-à-dire que c'est dans un système qui est un peu compliqué, qui est un peu contradictoire. Déjà s'organiser collectivement, parce que cette question que vous posez, c'est-à-dire les instrumentalisations de l'histoire, les combats à mener, etc., c'est pas nouveau, mais aujourd'hui, je dirais que justement les moyens techniques,
le niveau d'investissement financier de certains, ce qu'on a appelé, vous savez, à la suite de Giuliano d'Ampoli, les ingénieurs du chaos, c'est-à-dire ceux qui, d'une certaine manière, sont les architectes de notre propre division. Ils sont très puissants, ils sont très organisés et ils ont un projet politique. Donc, si on ne veut pas y consentir, il faut alors vous dites très justement, y répliquer. Toute la question, c'est d'ailleurs sur quel terrain. Est-ce qu'on va se battre sur leur terrain ou sur un autre? Cet autre, effectivement, spontanément, leur terrain, si on est d'emblée perdant, on va dire X Twitter, c'est peut-être pas la meilleure idée du monde. Mais un terrain où ils ne viendront pas est un terrain où on ne peut pas les combattre non plus. Donc on ne peut pas rester entre nous. Donc il faut aller trouver un tiers-lieu. Et ce tiers-lieu, c'est forcément avec des gens, avec du public. Si vous allez, par exemple, si vous travaillez comme ça peut être le cas dans des entreprises, disons culturelles, dans des associations, dans des musées, dans des festivals, voilà, vous allez donc au contact avec des gens qui sont pas nécessairement en accord avec ce que vous pensez ou ce que vous défendez. Et donc, c'est ça, aller au contact, d'une certaine manière. Et je pense que c'est ça, l'histoire publique. L'histoire publique, c'est aussi une histoire au contact. Si on veut être pleinement contemporain, on ne peut pas se contenter d'être ici et maintenant, d'aujourd'hui. Parce que nous savons que, si nous sommes historiennes et historiens, nous savons que notre aujourd'hui, notre présent, il est tramé de plein de temporalités et certaines très anciennes. Et donc, si on veut être actuel, eh ben, il faut s'intéresser à tout ce que tous ces passés qui se sont accumulés, sédimentés dans cette actualité. Moi, par exemple, j'ai hésité à un moment dans ma formation entre être contemporanéiste, j'avais commencé comme ça, j'avais fait une maîtrise, à l'époque ça s'appelait une maîtrise, en fait aujourd'hui c'est un master en histoire contemporaine, et puis finalement j'ai choisi l'histoire médiévale. Mais l'histoire médiévale, pour moi, c'est une autre manière d'être contemporanéiste. C'est-à-dire, c'est aller chercher la couche la plus ancienne de notre contemporanéité. Le conseil de vie, en fait, plus que de méthode que je pourrais dire, c'est que j'ai essayé de le développer dans ce texte qui s'appelle « L'être à un jeune historien », c'est de se sentir aussi libre d'aimer et de ne pas aimer ce qu'il fait, de ne pas se culpabiliser jamais. Parce que le monde, il est dur, hein. Ça ne vous a pas peut-être totalement échappé. En ce moment, le monde, il est dur et on ne peut pas, en fait, en redoubler la dureté en culpabilisant. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est trop injuste. Donc, voilà, vous décidez de faire quelque chose, c'est super. Si vous n'avez plus le courage de le faire, ben, ne le faites plus. N'engagez peut-être pas toute votre vie là-dedans. Gardez de la liberté, en fait, avec effectivement votre engagement. Et puis, des fois, on se pose beaucoup de questions à vos âges sur ce qu'on va faire et on essaye de calculer ce qui est le plus favorable. Alors, on peut calculer, mais calculer dans un monde incertain, c'est difficile parce qu'on risque de faire un choix qui n'est pas son premier choix, qui n'est pas son choix de cœur, parce qu'on pense qu'il va payer, puis finalement, il ne paye pas. Et à ce moment-là, là, on est amer. Si on tombe, autant tomber sous ces couleurs. Donc, moi, c'est ce que je disais quand j'avais des étudiants qui avaient votre âge, qui choisissaient effectivement leur sujet de recherche, etc. Le plus rationnel, une fois qu'on a tout calculé et comme on sait que tout n'est pas anticipable, c'est de faire vraiment ce qu'on a envie de faire. Et donc voilà, c'est super. Nous avons terminé. Ouais. Merci beaucoup, c'est super. Merci.